Bonjour, bonsoir, mesdemoiselles, mesdames et messieurs. Une fois encore, on se retrouve pour s'instruire, se documenter sur des choses qui font le bonheur et l'éducation de tous les hommes responsables. Des choses qui, par le passé, ont fait la réussite des hommes et qui, nous l'espérons, dans le futur, feront également la renaissance de la masculinité. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui semble être évident. Cependant, la discussion que nous allons avoir par rapport à ce sujet pourrait vous ouvrir les yeux sur des choses que je n'imagine certainement pas. Parce que j'estime, d'accord, que moi et vous aussi sommes à nous tous assez intelligents pour tout au moins déduire des choses utiles des conversations que nous avons ici. Qu'est-ce que la conquête de la femme? Cela paraît royal, n'est-ce pas? Un peu comme dans les films où le prince vient de sauver la princesse à la fin. Eh bien, c'est un peu ça. Mais allons plus en détail, s'il vous plaît. La conquête de la femme, c'est le schéma réel de la vie d'un homme. Un peu comme dans tous ces films où le héros traverse un océan de problèmes pour mériter la princesse. Même la Bible en parle et abonde dans le même sens. Et un de ces versets les plus cités nous le dit clairement, et il s'agit du livre de Genèse en son chapitre 2 et en son verset 24, je crois. Je cite: C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils seront une seule chair. Fin de citation. Alors les amis, quand on lit cette parole, on ne voit qu'une phrase normale dont on se sert depuis plusieurs décennies, depuis plusieurs siècles pour justifier le mariage, n'est-ce pas? Que ce soit pour persuader la fille de la voisine qu'on l'aime juste pour coucher avec elle, ou pour augmenter euh, une stupide argumentation au complexe d'Oedipe qu'a nourri une mère dont la surprotection est devenue malsaine vis-à-vis de son fils. Bref, on utilise ce verset biblique énormément de ce fait. Remarquez que ce verset est utilisé à 100% des mariages chrétiens, même ceux qui finissent par échouer. C'est quand même un grand nombre, n'est-ce pas? Mais quand on relit une deuxième fois, et avec un peu plus d'attention, on se rend compte que cette parole, comme toutes les paroles de la Bible, comporte peut-être une autre couche de réflexion. Messieurs, je vous explique ici ma perception de la chose du mariage dans l'acception peut-être la moins biblique, mais la plus spirituelle qui soit. Quand nous parlons de mariage ici, qu'il nous vienne à l'idée, non pas
l'accord qui est signé devant un officier civil ou religieux, mais plutôt de la convention sociale normalisée par le livre de Dieu, qui confirme l'importance d'une union hétérosexuelle qui est composée de variantes émotionnelles, sexuelles et sociales. En d'autres mots, il ne s'agit pas ici de se dire oui devant le maire ou le prêtre, mais beaucoup plus du mécanisme qui s'opère à partir du moment où les yeux de la tête entre deux êtres se regardent et se plaisent, ou pas. Alors, avant d'aller plus loin dans ce développement, je vais attirer votre attention sur un point qu'il est très important de ne pas nous laisser passer au-dessus de la tête. Relisons calmement la parole et remarquons un fait auquel beaucoup de personnes ne font pas attention. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ensemble, ils deviendront un. L'idée qui est généralement faite de ce verset est l'idée de l'union qui, une fois créée avec une femme, restreint ainsi l'attachement qu'un homme porte à son père et sa mère. Mais cela n'est pas totalement vrai et on va voir pour quelle raison. L'abandon d'un homme fait action vis-à-vis de son père et de sa mère. Remarquons pour commencer qu'on a généralement omis de mettre en évidence le déplacement qui est opéré dans cette action. Il quittera son père et sa mère. L'homme se déplace donc, laissant ses parents derrière et évoluant vers la femme. Les parents, ce sont ces gens-là qui ont engendré l'enfant, puis l'ont vu naître et grandir en l'homme qu'il devient. Ils le connaissaient même avant son existence. Ils ont vu son évolution par toutes les étapes. Ils l'ont vu par les moments où sa biologie n'était pas en son contrôle. Par les moments où il ne se souciait pas encore de son hygiène. Par les moments où il avait des acnés plein le visage et qu'il aimait quand même. Les parents, ce sont les seuls gens chez qui tu te sens chez toi. Même s'ils ne te le disent pas, tu fais comme chez toi. Parce qu'en réalité, c'est chez toi. Mais comment pensez-vous que l'on se sente quand on est chez soi? Pour les femmes, c'est quand elles enlèvent la gaine et le soutien-gorge auquel elles ont été assujetties toute la journée. Pour les hommes, c'est peut-être une bière à la main, les jambes écartées sur le sofa, avec un match de Liverpool sur la télévision. Et ça, messieurs, on appelle ça le confort. Le confort, eh bien, c'est tout ce qui participe au bien-être. Autrement dit, c'est l'absence de toute chose, matérielle ou pas, qui pourrait constituer un frein à ce bien-être-là. À voir les choses sous cet angle, on commence à se rendre compte que les parents ne sont pas seulement ceux qui offrent le confort idéal, mais encore et surtout plus, ils incarnent l'idée même du confort, ou mieux, la zone de confort, pour être plus précis. À ce moment, on verra
le verset 24 de Genèse 2 sous une façon moins téléphonée, car elle dira littéralement: et c'est pourquoi l'homme quittera sa zone de confort et s'attachera à sa femme, et ensemble, ils feront une chair. Je précise vivement que la conquête de la femme, telle que nous en parlons ici, n'est pas un encouragement aux hommes à draguer toutes les femmes, puisque nous considérons la femme non pas comme une jauge de séductibilité, mais comme un juge de caractère et de personnalité. Et par conséquent, la conquête ici n'est pas limitée sur le plan émotionnel et ou sentimental. Elle l'inclut simplement, mais elle va bien au-delà. La conquête ici est celle de votre patronne que vous devez conditionner pour qu'elle vous parle plus poliment, même si elle est votre supérieure. Ou celle de votre prétendante qui pense que parce que vous lui témoignez votre intérêt, elle doit vous traiter comme un chiffon. Ou de votre petite sœur qui commence à entrer dans sa puberté et devient irrespectueuse. Ou celle de votre mère qui pense qu'elle peut décider de tout dans votre vie. Ou peut-être d'une simple amie qui ne connaît pas les limites et pense pouvoir vous gifler en public et vous dire que c'est une blague. Ou encore d'une fiancée qui vous apporte une liste de dots un peu étrange. Ou même, et surtout, de votre femme qui pense qu'elle a la bague au doigt et donc peut se comporter comme une gamine mal éduquée. Ou peut-être encore de votre fille qui veut se comporter en diva alors qu'elle n'a pas encore 18 ans. La raison pour laquelle j'ai plus mis l'accent sur le côté sentimental est que, eh bien, les femmes sont des créatures étranges, n'est-ce pas? Cependant, il faut bien que nous nous y fassions, que nous négocions avec ces créatures-là. Le problème, en réalité, est que tant que vous aurez des gens du sexe féminin dans votre vicinité, dans votre existence, d'accord, à qui vous êtes relié d'une certaine façon, que ce soit sentimentalement ou amicalement, il faudra impérativement que vous vous mettiez dans une position où vous devez, où vous pouvez, vous êtes en mesure de traiter avec leurs émotions. Parce que, en réalité, vous n'êtes pas obligé de traiter avec l'émotion de qui que ce soit si vous n'avez pas des attaches vis-à-vis de cette personne-là. Si vous rencontrez un étranger en ville et que c'est une femme et qu'elle vous manque de respect, eh bien, il serait parfaitement con de lui retourner la gentillesse. Parce que insulter en retour ou manquer de respect en retour à une femme qui vous manque de respect alors que vous ne la connaissez pas, eh bien, c'est une preuve de faiblesse pour un homme. Parce que, je viens de le dire, vous ne la connaissez pas. Alors, pourquoi perdre votre temps à répondre à une sotte alors que vous pouvez simplement vous désengager et vous éloigner? Ce serait le comportement
le plus sensé. Mais le problème, c'est que cette chose-là n'est pas forcément faisable quand vous avez des attaches avec une personne du sexe féminin. Alors vous devez développer une tactique, une procédure pour gérer les sauts d'humeur, les émotivités, les caprices, les stupidités, les folies de ces créatures-là que nous aimons autant. Alors, il est très important de comprendre que la conquête de la femme, ce n'est pas uniquement la conquête de la femme avec qui vous allez vous coucher dans un lit, mais c'est également la conquête de toutes les personnes du sexe féminin que vous êtes obligés ou que vous êtes tenus de fréquenter. Je tenais à faire cette petite précision-là parce que le fait que j'ai énoncé le verset biblique qui met beaucoup plus l'accent sur la femme en tant que personne avec qui on a une relation de femme et de mari vient étriquer la largeur de ce podcast. Donc je voulais donner ce détail rapidement là avant de continuer et de vous dire aussi que la raison principale pour laquelle j'ai sentimentalisé l'épisode 6, c'est parce que, étant des hommes, notre équilibre vient du fait de fidéliser, ou je dirais plutôt de sécuriser une relation concrète avec une personne du sexe féminin. Et c'est là que les choses deviennent importantes. C'est là qu'elles vont devenir un toupet intéressantes. Rappelons-nous que le déplacement de l'homme vers sa femme est subordonné à l'abandon de cette zone de confort dont on parlait plus tôt. Il ne se déplace donc pas avec cette zone de confort. Et non seulement il ne se déplace pas avec sa zone de confort, mais plus important encore, la seule raison pour laquelle on utiliserait explicitement l'expression quitter sa zone de confort est justement que l'endroit où l'on se rend n'est pas du tout confortable. On ne peut pas s'y mettre à ses aises, du moins pas comme on le voudrait. Victor Hugo disait dans Les Misérables que la femme déteste le serpent non pas par peur, mais par rivalité. Parce que le serpent, pour la femme, et je le dis avec les mots que Victor a utilisés, le serpent, pour la femme, disais-je, c'est la boutique d'en face. Le fait est que, selon Victor, la femme possède dans sa généralité les mêmes caractères que le serpent. Le reptile, comme nous le savons, est sournois, manipulateur, profondément méchant, et j'en passe. Du moins, c'est de cette manière que Victor l'a furtivement supposé. Il y a cependant une différence entre la femme et le serpent. La femme est belle, gracieuse, et nous voulons tous de la présence de la femme. Ne serait-ce au moins que pour cette raison. Le serpent, il est dégoûtant, il est vil, il est rampant et il est profondément laid. Cette petite différence est vitale dans la répartition des attributions qui participent à l'homogénéité de la société dans laquelle nous vivons, à savoir celle construite par les femmes et les hommes. Messieurs, malgré toutes les reconstructions sociales qui ont conventionnalisé le fait de dire non pas ce que l'on pense, mais ce que l'on pense que l'on doit dire, il doit être encore possible de reconnaître sincèrement
que tous autant que nous sommes, nous savons très bien que les femmes sont aussi problématiques qu'elles sont belles. Elles sont généralement grognonnes, ronchonnes, insensées, amorales, destructrices, capricieuses, égoïstes, émotives, victimaires, agressives, manipulatrices, passives-agressives, illogiques, généralement et profondément connes parfois. Le plus important cependant, ce ne sont pas ces détails, mais plutôt le caractère excentrique qu'on pourrait attribuer au fait d'aller à la conquête d'une femme malgré tout cela. Mais pourquoi est-ce important d'aller à la conquête d'une femme? Remarquez ici que je n'ai pas dit conquérir une femme, mais plutôt aller à la conquête. Le fait est que, tout comme tous les voyages que l'on entreprend dans un but d'évolution, le trajet en lui-même est plus important que l'arrivée. Dans pratiquement toutes les institutions publiques et dans certaines privées où des services importants sont offerts, vous allez généralement remarquer que les hommes qui sont à des postes de responsabilité ont souvent dans leur bureau une photo de famille où il y a leurs femmes et leurs enfants. Et les femmes aussi qui sont à des postes de responsabilité font pareil. Cela n'est pas par hasard. Surtout dans le cas d'un homme, il est très significatif d'être en mesure de garder une femme sous sa responsabilité. Nous savons tous que la famille est le regroupement le plus nucléaire qui soit. Et comme tout regroupement, toutes les composantes sont souvent sujettes à leur propre système de réaction intérieure. Un homme qui est capable de se responsabiliser efficacement à la tête d'une famille fournit immédiatement la preuve de ses capacités indéniables de gestion en ressources humaines. Je suis certain qu'aucun de vous ne ferait confiance à un candidat à la présidence d'un pays s'il n'a pas une femme. Et si parmi ces ressources-là, il y a une femme, c'est-à-dire les ressources humaines dont je parlais plus tôt, si parmi toutes ces ressources-là, il y a une femme dont vous devez gérer les caprices, sur la base de ce que nous avons dit plus tôt d'elle, eh bien, cela vous propulse à tout un autre niveau de supériorité. La raison pour laquelle la famille nucléaire est le parfait exemple pour cette explication est que, eh bien, dans n'importe quel autre regroupement, qu'il soit professionnel ou social, vous pouvez simplement rompre toutes vos relations avec des personnes que vous ne pouvez pas saquer, que vous ne pouvez pas tolérer dans votre vicinité. Vous vous rappelez que je le disais un peu plus tôt, si vous ne pouvez pas tolérer une personne dans votre vicinité, la chose à faire est de s'en débarrasser. Mais cela devient plus compliqué quand il s'agit de votre épouse ou de vos enfants, même s'il y a certains imbéciles qui abandonnent quand même leurs enfants. Dans cette condition, vous êtes automatiquement mis au devant d'une situation dans laquelle il devient nécessaire de développer une personnalité assez forte émotionnellement pour supporter les caprices de votre femme. Tant que ce sont uniquement des caprices de femme, sans forcément chercher à vous désengager comme dans une simple amitié. Dans ce chemin calleux qu'est celui de la construction d'une relation de couple avec une personne du sexe féminin, messieurs, ou de n'importe quelle autre sorte de relation, il y a certaines attributions que vous devez acquérir et qu'aucun entraînement de vie ne pourra réellement vous offrir en temps réel. Et c'est justement pour acquérir ces attributions-là que chaque homme doit aller au dehors
chercher activement et récupérer comme un homme responsable sa part du problème mondial qu'est la femme. Parce que oui, les femmes, c'est des problèmes. Ce que nous appelons un peu exagérément un mal nécessaire, c'est ce qu'on pourrait synonymer, si je puis m'exprimer en ces termes-là, au concept de la femme. Et c'est en cela que vous vous mettez maintenant en contact direct avec l'inconfort dont parle la Bible. La première chose avec laquelle vous devez lutter quand vous vous lancez dans la conquête d'une femme, c'est la gestion du rejet. Les femmes, malgré toutes les choses pseudo-négatives qu'on a tantôt dites d'elles, elles sont des créatures sublimes pour qui sait bien les analyser et les regarder depuis le bon angle, c'est-à-dire un angle désaffecté, sans imbiber ses émotions. Les femmes sont en fait le meilleur miroir dont un homme puisse rêver socialement. Elles représentent toujours le reflet le plus correct de votre valeur en tant qu'homme. Quand vous subissez un rejet de la part d'une femme, c'est à considérer non pas comme une attaque personnelle, mais comme une note attribuée à votre composition de maths ou de philo. Si vous avez une mauvaise note, c'est certainement parce que vous ne méritez pas encore une meilleure note. Et dans ce cas, il faut retourner travailler, n'est-ce pas? Il y a généralement deux catégories qui transparaissent quand un homme doit exprimer son dédain vis-à-vis de la femme dans le cadre d'un rejet, sentimentalement. Il y a soit un rejet propre et sans tâche, ou un rejet plus complexe où il se fait cocu. J'ai vécu les deux catégories et ce n'est pas drôle, mais c'est sain. Ouais, c'est très sain. Ce qu'il est important de savoir est que le but réel dans la conquête d'une femme n'est pas réellement la conquête d'une femme, mais plutôt la conquête de soi-même en se servant de la femme comme miroir. Parce que c'est, une fois de plus je le répète, le miroir le plus exact. Quand vous êtes un homme accompli, vous le ressentez dans le regard d'une femme. Quand vous ne valez rien, vous le voyez aussi dans le regard d'une femme. Parce que, qu'elle le veuille ou pas, son langage corporel change quand elle se sent dans un conditionnement où son état d'esprit le plus évolué peut se reposer sur le vôtre. Que cela soit génétiquement, mentalement, intellectuellement ou physiquement, ou même professionnellement et socialement. La femme touche toujours son plus précieux soi quand elle est en présence du vrai homme. En gros, il ne s'agit pas ici de devenir un meilleur homme pour plaire à une femme, bien que cela fasse partie des bénéfices secondaires. Mais il s'agit de se mesurer à soi-même en maintenant comme arbitre et juge le regard désaffecté de la femme. Comprenez que la femme est réellement le meilleur juge de caractère qui soit. Votre audience féminine représente non seulement le reflet du niveau auquel vous êtes dans votre vie, mais également le jeu d'astuces fondamentales dont vous disposez pour vous améliorer. Les femmes de votre vie sont importantes, messieurs. Et quand je dis les femmes de votre vie, cela ne veut absolument pas dire que vous devez coucher avec toutes les femmes qui traversent votre existence. En fait, cela doit être le contraire. Vous devez en principe vous comporter comme s'il y a très peu de femmes qui méritent
de vous recevoir en elle. Et cela est vrai. Aller à la conquête de la femme en réalité, ce n'est pas aller à la conquête de la femme dans la vie extérieure à proprement parler. Ce serait plutôt une étape. Carl Jung, dans ses études psychologiques, a décrété que la psyché humaine est faite d'un assortiment de principes dont deux très importants sont l'animus et l'anima. L'anima étant la partie féminine et l'inconscient d'un humain. Nous savons déjà de Sigmund Freud que l'inconscient est un vaste océan d'incertitudes et de choses que nous ne comprenons ni ne supposons. Selon cette idée, il devient important de préciser, comme je l'ai fait plus tôt, que l'homme doit non pas chercher à conquérir la femme, puisque cela reviendrait à conquérir son anima, chose qui est impossible, mais plutôt aller à la conquête de l'anima, représenté extérieurement par l'être féminin. Et en cela, on verrait un processus progressif, plutôt qu'un saut après lequel l'homme restera le même sans aucun changement et sans aucune évolution psychique. Le but final de la conquête de la femme est la connaissance propre de soi-même. La connaissance de votre anima pour un meilleur équilibre. Puisque le contact avec une femme, la négociation que vous entamez quand vous vous rendez compte qu'elle vous plaît, ou dans un sens professionnel, que vous êtes obligé de communiquer avec elle, est le seul chemin par lequel vous connaîtrez réellement vos frustrations, vos peurs, vos incompétences et vos insuffisances. Ou, autrement, tout ce qu'il y a de positif en vous. Les interactions que vous produisez avec les femmes dans votre vie de tous les jours déterminent le niveau de connaissance intérieure de votre anima que vous avez. La façon dont vous gérez une confrontation professionnelle avec une femme ou un rejet de vos sentiments par une femme qui vous plaît ou vos propres embrasements émotionnels quand vous avez affaire à une femme détermine votre rapport à votre anima. Quel est le niveau de compréhension entre votre moi masculin et votre moi féminin? Jiraiya a dit une chose importante dans l'anime Naruto que je crois avoir dite une fois déjà, mais je vais répéter. Je cite, « L'on n'est jamais homme que quand on a été rejeté par une femme. » Fin de citation. Alors, pour expliquer rapidement le contexte dans lequel il disait cela, eh bien, Jiraiya a une étape de sa vie où je crois il a toujours été amoureux de la... Je me rappelle plus exactement de son blaze. Comment il s'appelle? Putain de merde. Je crois que c'était la 5e Hokage. Ouais. Ouais, je crois que c'était la 5e Hokage. Celle qui a précédé Kakashi et qui faisait partie des 3 Sannin légendaires aux côtés de Jiraiya et de l'homme serpent, dont j'ai aussi oublié le blaze. Et donc je disais qu'il a toujours été amoureux d'elle, mais qu'elle l'a rejeté. Ah oui, voilà, ça me revient. Je parlais de Tsunade. Ce que Naruto appelle généralement grand-mère, mamie Tsunade et tout. Donc Tsunade
a toujours rejeté Jiraya et à cause de ce rejet, Jiraya a fait cette déclaration où il dit que l'on n'est jamais homme que quand on a été rejeté par une femme. Je pense que les hommes qui prétendent se concentrer sur leur vie et n'essaient pas de se trouver une compagne de vie ne sont pas encore réellement des hommes. Ils s'amusent, se cachent derrière des motifs idiots et pathétiques pour fuir la réalité qui est que soit ils craignent le rejet ou qu'ils ont peur de se responsabiliser vis-à-vis d'une femme. La femme, messieurs, c'est juste un ennemi qui ne vous veut pas du mal à proprement parler. Elle veut juste ce qu'il y a de bien pour elle. Et si ce n'est pas vous, elle va vous rejeter ou vous tromper. Ne le prenez pas personnellement. C'est juste un jeu auquel soit vous y gagnez, soit vous y perdez, et c'est tout. Ce qui est important, c'est de prendre plaisir au jeu. Quand vous vous faites rejeter par une femme, ne lui en voulez pas. Ne lui gardez pas rancune. Oubliez votre défaite. Contentez-vous de ce que vous avez pu en tirer comme leçon et devenez meilleur. Acceptez le rejet avec un grand sourire délicieux parce qu'en vrai, c'est le don le plus spécial qu'une femme puisse vous faire. Ce don est plus important qu'une partie de jambes en l'air ou même sa virginité, parce que le plaisir passera. Mais le rejet, c'est comme la salle de gym. Ça détruit ce que vous êtes. Et quand vous êtes au repos, cela reconstruit un vous plus solide et plus fort encore. Messieurs, sachez que dans une société, si on doit revenir à l'instinct purement animal, tout ce dont une femme a besoin pour plaire à un homme, c'est juste d'être femme, d'avoir une paire de seins et une paire de fesses. Et juste avec cela, un simpleton de 18 ans va courir et foutre sa petite queue flasque dedans parce qu'il en a besoin. Même sa logique devient aveugle. Mais les femmes, même dans leur nature féminine pure, elles sont plus complexes. Être juste un homme ne suffit pas pour elles. Il faut que vous soyez plus. Pourquoi pensez-vous que les louves de la meute veulent toujours copuler avec l'alpha? Parce qu'il est le plus fort, le plus féroce. Et ceci se convertit dans sa capacité à les sécuriser et à leur offrir une progéniture supérieure. Dans notre société humaine, pour plaire à la femme moyenne, vous devez être mieux que juste un homme. Vous devez être beau ou acceptable à sa vue, être musclé, riche, cultivé, bon sexuellement, fidèle, sentir bon, etc. Et elles ne savent pas l'effort qu'il faut investir pour faire toutes ces choses-là. Aller à la conquête de la femme, messieurs, c'est aller à la conquête de toutes ces choses-là. Non pas pour elle, mais parce que l'autre bénéfice plus important est que si vous arrivez à devenir meilleur, vous ferez de grandes choses pour les autres hommes. Vous leur servirez d'exemple.
ils deviendront meilleurs eux aussi. Et ce faisant, vous attirerez dans vos vies de meilleures qualités de femmes. Parce qu'en vrai, pour arriver à réaliser, il vous faudra souffrir. Changer complètement votre mental et devenir nouveau. Rappelez-vous qu'on a dit une fois que les hommes les plus profondément hommes ne peuvent pas s'empêcher d'attirer vers eux les femmes les plus profondément femmes. C'est comme les aimants. Les opposés s'attirent toujours. Donc, quand vous travaillez à devenir la meilleure version d'homme, vous attirerez obligatoirement la meilleure version de femme qui vous convient. Aller à la conquête d'une femme, si vous m'avez bien suivi, c'est simplement aller à la conquête de vous-même. Pour être plus représentatif dans la société, plus utile. Alors, ayez le courage d'aller vers une fille. Dites-lui qu'elle est mignonne. Et que vous l'invitez à prendre un verre. Si elle accepte, c'est bien. Mais si elle vous rejette et vous regarde de haut, souriez, soyez content, retournez dans le noir et devenez meilleur. Et reprenez. Un jour, vous tomberez sur une qui vous trouvera assez beau, assez riche, assez musclé, assez fort, assez bon au lit et assez génétiquement prédisposé pour abriter sa descendance. Et là, vous saurez que vous avez trouvé votre anima. Et vous la traiterez bien. Vous la traiterez comme il convient de la traiter. Vous l'aimerez comme votre sœur, votre mère, votre nièce, votre tante, votre amie, et vous la baiserez comme... Je ne peux pas dire ça. Bref, ce sera votre femme. Je peux imaginer d'ici les petites féministes anorgasmiques qui jurent par tous les saints que je suis misogyne. Moi, je leur offre un bisou sucré sur leur gros front, plein d'acné, et je leur demande poliment de retourner en cuisine et de ne surtout pas utiliser les aubergines pour essayer de jouir. C'est fait pour autre chose. Desserrez un peu vos vieilles mines et faites-vous draguer, mes jolies. Oh putain. Bref, mes chers amis, aujourd'hui, nous avons dit pourquoi il faut aller à la conquête des femmes. Mais la semaine prochaine, nous essayerons de voir comment il faut aller à la conquête des femmes. Mesdemoiselles, mesdames et messieurs, moi c'est Ice, le plus beau spécimen de la race des vilains hommes. Et ici, c'est le Iceboard. Je vous remercie.